Ce métier de médecin, bien sûr, avant tout, de médecin légiste, est un métier difficile. C'est un métier difficile parce que nous sommes en contact avec la mort. Mais aussi nous sommes en contact non pas avec une mort qui est une mort naturelle de personnes qui finissent leur vie dans des conditions d'une vie qui a été émaillée de peu de maladies. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit le plus souvent de morts qui sont brutales, de morts qui quelquefois sont violentes, du fait d'accidents du travail, d'accidents domestiques, ou qui sont violentes parce qu'elles sont le fait de violences d'autrui, lorsqu'il s'agit d'homicide. En 2007, en médico-légaux, on en a fait 516. Donc il y a des dépôts de corps dedans, on a dû en faire 500. Et encore 500, 505. Et décès hospitaliers. Décès hospitaliers pour 2007. Pour 2007, on en a fait 108. 108, sachant que sur les 108, il doit y avoir 10 autopsies aussi scientifiques, on va dire. Donc voilà, on arrive à 515, 520 autopsies pour cette année en tout cas. Pendant longtemps, c'était complètement occulté, ça, la mort à l'hôpital. On s'en occupait pas, c'est l'échec, hein, la mort quand même, c'est l'échec pour les médecins. On rentre à l'hôpital, si moi je rentre à l'hôpital, normalement c'est pas pour mourir, c'est pour être guéri. Enfin moi, tout le monde, hein, si on va à l'hôpital, c'est pour guérir. Donc quand il y a l'échec et que l'on meurt, ben c'était vraiment on mettait ça de côté. Les morgues étaient toujours près d'une sortie de secours, près des poubelles, près des choses comme ça. Et depuis, ça fait déjà assez longtemps, ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a eu une réflexion quand même en disant ben, les soins à la personne malade ne s'arrêtent pas au moment du décès. Nous, nos spécificités pour toutes les personnes qui sont décédées sur des communes que nous desservons, c'est plus l'accueil des familles, la présentation des défunts à leurs proches, le temps qu'ils passent auprès de leurs défunts, leurs souhaits, parce que c'est hyper important pour les gens. Quand ils perdent quelqu'un, ça fait partie du deuil. Les corps sont souvent mieux après qu'avant, parce qu'ils sont décongestionnés, etc. Donc c'est mieux, ils les maquillent un petit peu. Ils font pas vraiment ils font pas de thanatopraxie, mais un petit peu de maquillage. Ils ont eu une formation d'ailleurs. Hein. C'est un peu le même pratique que les pompes funèbres, sauf que nous nous focalisons sur le physique de la personne que nous présentons aux familles, l'habillement, il faut que ça soit parfait. Je les fais passer de la salle d'accueil des familles à cette salle de présentation. Donc je leur dis déjà de se passer dans le sas, parce qu'il y a un petit sas juste avant. Donc je leur dis, bon, messieurs, dames, le défunt se trouve juste derrière la porte. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prête à voir ce que vous allez voir, quoi. Donc les gens me répondent, une fois qu'ils répondent, je commence j'ouvre la porte. Et je leur dis, voilà, madame, la personne est ici, donc recueillez-vous. On a besoin de cérémonial, hein, c'est évident. Si c'est évacué en quelques minutes, ça ne va pas. On a besoin de temps, de comprendre, de réfléchir, de communier ensemble. Il faut du temps. Et le temps, il faut l'inventer avec du cérémonial, des pompes, enfin, c'est absolument indispensable. Nous sommes dans le pavillon qui a été dénommé par l'architecte qui a conçu et construit cet hôpital en 1936, le pavillon des morts. C'est le pavillon qui accueille l'ensemble des personnes décédées à l'hôpital et où donc les familles peuvent ensuite se recueillir auprès de leurs défunts. Il faut, j'insiste sur ce point, que ces services, ces locaux dégagent une dignité indiscutable et qu'ils soient une aide permanente pour ceux qui travaillent, pour les médecins, pour les personnels et pour les familles. Moi, je suis arrivé ici en 85, il y avait une grande salle des départs qui s'appelait salle des départs, c'est un joli mot, hein, parce que évidemment c'est le départ vers je ne sais pas où, je vous demanderai vers où, si quelqu'un le sait, donc qui était vétuste, qui était vieille, il y a eu beaucoup de travaux de laboratoire, etc., qui ont été refaits, et puis à la fin, comme toujours, on a manqué d'argent, et on s'était dit, c'est quand même triste d'avoir une salle d'autopsie qui est correcte, d'avoir des laboratoires qui sont corrects, etc. Et puis d'avoir une salle de départ, de présentation des corps qui est vraiment sinistre. C'était sinistre. L'objectif était de modifier le cadre
non pas du point de vue architectural, l'architecture a été conservée, mais que l'ensemble de l'enveloppe interne de ces lieux soit modifié par un artiste. Je ne voulais pas d'un décorateur. Les décorateurs peuvent être de grande qualité, mais les décorateurs ont des trucs en quelque sorte, ils ont des modes. Je voulais qu'il y ait véritablement un artiste créateur qui, devant ce problème qu'on lui posait, trouve des solutions artistiques, créatives, originales, partant d'une sensibilité, sa sensibilité d'artiste. Parer, qui aime bien ces choses-là, je lui avais dit, écoute, si tu avais une solution, comment est-ce qu'on pourrait faire? On va demander, il faudrait qu'on trouve un sponsor pour parler anglo-saxon moderne. J'ai ouvert l'annuaire téléphonique de Paris, j'ai recherché la fondation, et puis là, j'ai recopié le nom des fondations qui étaient inscrites dans cet annuaire. Et puis ensuite, j'ai classé par ordre, un ordre tout à fait qui était le fruit comme ça d'une réflexion simple. Et j'ai mis en premier la Fondation de France. Il a appelé la Fondation de France à l'époque, et grâce à une standardiste exceptionnelle qui, je crois, a pris sa retraite depuis, il est tombé sur François Hertz et ça a démarré comme ça. Il y a eu un véritable échange, un début d'échange bien sûr, avec M. Hertz, et où nous avons pu, et où j'ai pu, surtout à partir de questions qu'il me posait, où d'abord il me disait que finalement peut-être un décorateur pourrait suffire, que les cadres décoratifs tels que certaines maisons de pompes funèbres les avaient conçus ces dernières années pourraient peut-être répondre à cette demande que j'étais en train de formuler. Et là, j'étais très catégorique, je lui ai dit non, monsieur, vous ne comprenez pas ce que je recherche. Ce que je recherche, ce n'est pas cela. Ce que je recherche, c'est un artiste. À partir de là, nous, en visitant ce lieu, il a fallu quand même réfléchir à qui était l'artiste qui pouvait être capable de le faire. Et en sortant avec Jérôme de cet endroit, j'avais une image d'une exposition que j'avais vue d'Ettore Spalletti au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, où la traversée de cette œuvre m'avait donné ces sensations d'être dans un moment de peinture. Quelque chose de très fort, d'assez immatériel. Et il m'a demandé si j'avais pensé à un artiste. Et je me suis dit, écoutez, voilà, c'était totalement idiot, mais je pense que Ettore Spalletti pourrait être une personne tout à fait capable de répondre. Et il me dit, c'est très intéressant parce que j'ai eu, moi aussi, ce nom qui très vite est arrivé dans ma tête par rapport à la définition de cette demande. Effectivement, je pense que le Spalletti a tout de suite été sélectionné assez facilement. Ça correspondait tout à fait à ce que l'on cherchait dans un lieu comme ça. On a été 3 ou 4 à foncer sur Spalletti, parce que ça nous semblait vraiment correspondre à l'idée qu'on en avait et ce qu'on voulait en faire. Spalletti, c'était aussi extrêmement intéressant, parce qu'il n'a pas dit oui tout de suite. Il m'a dit, écoutez, cette demande est très forte, je n'ai jamais travaillé hors du contexte du musée, de la galerie, donc j'aimerais réfléchir. E je trouvais très intéressant qu'il prenne ce temps-là. Cercavo di capire quale potesse essere il dono da offrire in un luogo così, no? Che in francese ha un bel nome, no? In italiano ha un nome completamente diverso, no? Io avevo sentito continuamente di questo luogo attraverso l'indicazione che la lingua italiana ne dà, no? Come un vocabolo. La salle de parte, sì, sembrava già un incontro più sereno per me. On rappelle, il dit ok, j'ai envie de rencontrer ces commanditaires, cette demande est tellement hors tout pour moi qu'il faut que je rencontre ces personnes. Donc on part à Garches et là la directrice avait fait ça très très bien. Elle avait en fait
pensé que c'était important qu'il y ait une rencontre qui se fasse avant d'aller voir l'endroit. On a eu des discussions sur ce que l'on faisait, à quoi ça servait, les morts, etc. Il n'aimait pas non plus tellement les morts. Hein. Enfin, il n'aimait pas la mort. Les morts peut-être, mais pas la mort. Et donc on lui expliquait ce qu'on faisait, ce dont on avait besoin. Et il s'est intégré complètement dans ce domaine-là. On a déjeuné et notre intention était, après le déjeuner, cette première rencontre, de l'emmener voir les lieux. Et curieusement, le maître, après déjeuner, a dit non, je ne veux pas aller voir. J'irai une autre fois. On s'est dit, c'est bien parti. Le commanditaire est un commanditaire. Le créateur est un créateur. Les deux sont indispensables, mais les deux sont différents. E l'un ne peut se substituer a l'autre. Mi dava un luogo di accoglienza giusto per accettare questo lavoro, mi portava verso il desiderio, allora tutti, no? Non ricordo le altre cose, ricordo sto pranzo in questa stanza, questo tavolo lungo e tutti quanti che volevano questo lavoro, e questa è la cosa più straordinaria. Io non sapevo perché dovevo andare a vedere sta sala già esistente, no? Donc il est parti en Italie. Ensuite, ce qui s'est passé, il a dit je fais une maquette. Je ne viens pas immédiatement. J'envoie mon assistante parce que je veux qu'il se sente très libre. Je ne voudrais pas qu'il se sente empêché de parler parce que je suis là. Monsieur Spalletti, Ettore Spalletti, je l'appelle, Ettore Spalletti, a demandé des choses précises. Il a demandé les plans avec les mesures. Et ensuite, il nous a dit, je vous remettrai dans les premiers jours de janvier une maquette colorée. Et cette maquette colorée, nous l'avons vue arriver par un transporteur, ici même, dans une grande caisse en bois. Nous l'avons ouverte avec une certaine fébrilité, une grande attente en tout cas, et nous l'avons ici même, dans cette bibliothèque, nous l'avons installée. Alors, nous avons examiné, et je dois dire que dans l'ensemble, tout de suite, ce projet a beaucoup plu. Moi, je ne voudrais pas parler à la place des autres, j'ai été très convaincu, si on peut appeler ça, si on peut parler de conviction. J'avais une intime conviction que c'était vraiment, c'était bien. Il problema oggi che c'è anche nell'architettura, nelle altre cose, no? che è molto forte la rappresentatività, ma poco proprio il desiderio di costruire, di vedere un'atmosfera, di sentire intorno a te un'atmosfera, sentire che qualcuno ti ha toccato, no? E toccandoti ha lasciato in te qualcosa. Ho pensato proprio che protagonista di questo luogo dovesse essere il colore. Allora sono partito dal verde, che più o meno è il colore della terra, il colore dei prati, e piano piano questo colore si è trasformato raggiungendo l'azzurro. Piccole passaggi di tono, però nell'ultima stanza senti che entri dentro il colore azzurro. Spalletti avait complètement conçu l'endroit très ouvert d'un endroit à l'autre, aussi bien de la salle de reconnaissance des corps aux salles, à la salle, cette grande salle de départ où c'est la cérémonie finale avant qu'on ferme le cercueil. Et donc il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas par rapport à l'usage de ce lieu. Donc il est arrivé, il est venu voir l'endroit et ils ont pu à partir de là, à partir de ce premier projet, travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça a permis également d'élargir le groupe. Nous avons mis beaucoup d'énergie, les uns et les autres, beaucoup de notre temps on a usé 3 architectes quand même, hein. Enfin usé, ils n'en sont pas morts. Mais c'est le 3e qui a réussi à faire ce qui était souhaité. On a rencontré l'artiste, l'équipe,
l'équipe avec les médecins et des réunions. Ils venaient nous demander aussi, ceux qui dirigeaient les travaux, les maîtres d'œuvre, quoi. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on leur disait, demandez à notre patron si ça on peut le mettre là, ça. Et notre avis, puisque c'est nous qui travaillons dans ces locaux, donc notre avis était important, indispensable même. Spalletti a été, dans la grande modestie qui le caractérise, il a suggéré ses propositions et surtout il a toujours pris en compte les remarques, y compris les remarques d'ordre technique, qui lui étaient faites, et puis en tant qu'artiste, et c'est là où je pense que c'est un grand artiste, il a toujours donné, et très rapidement, une réponse, une solution. À la fin de la première partie du chantier, Spalletti s'est déplacé pour voir, et on est rentré dans une des salles de reconnaissance, et dans la niche, on découvre en fait une plante en plastique verte, qui ne faisait absolument pas partie du projet de l'artiste. Et il y a eu un grand moment de silence. J'ai regardé Spalletti en me disant « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comment va-t-il réagir ?» Et il me dit « J'aimerais comprendre là, pourquoi cette plante verte est arrivée. » Donc on propose aux garçons de venir et on pose la question assez simplement. Et un des garçons dit « Ça fait 3 jours qu'une femme vient voir son fils. » Et je trouvais que cet endroit, il manquait quelque chose. Et j'ai eu envie d'apporter cette plante. L'artiste a écouté. Il s'est tourné vers le garçon. Il lui a dit, écoutez, je vous remercie parce que vous êtes en train de me dire que je n'ai pas pensé suffisamment mon projet et qu'il va falloir que je travaille un peu plus. L'artiste est parti et il a envoyé un très beau projet. Il y a 4 vases en marbre maintenant dans cette salle. Dans des vases, il est possible de mettre des fleurs et c'est une offrande, c'est comme une offrande. On a vu l'évolution, nous on voit les solutions, et même au sein de l'hôpital. Avant, les morguiers, on nous appelait les morguiers. Donc nous, arrivé un moment, on se disait, oh là là, les morguiers, oh là 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 là, oh là. Il faudrait qu'ils arrêtent un peu d'être tabous comme ça, parce que la mort, c'est comme une continuité, comme je viens de vous dire. Et maintenant, les gens n'arrivent plus à en parler. Les personnes des services, avant, ils ne venaient pas tout le temps visiter. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent que les gens des services viennent voir le chef-d'œuvre, viennent voir les locaux, viennent voir où reposent les défunts. Et c'est bien de travailler dans un hôpital et de savoir qu'est-ce que c'est qu'une chambre mortuaire, qu'est-ce que c'est que la morgue. On a eu des réflexions quand même aussi, quelquefois pas très agréables, de collègues médecins et puis de certaines personnes disant comment vous mettez tant d'argent dans la chambre mortuaire alors qu'on manque de tel et tel appareillage, ce qui est vrai, mais on ne peut pas tout faire. Soyons clairs, je ne pense pas que l'hôpital, franchement, aurait, si j'avais dû sortir du budget de l'hôpital, ce que ça a coûté, il faut être honnête, nous ne l'aurions pas fait. C'est la Fondation de France qui a dû commencer à dire bon, je peux donner tant. La DRAC a suivi en donnant une certaine somme d'argent et l'assistance publique a donc suivi également en donnant une certaine somme d'argent. Ensuite, il y a eu des problèmes techniques de savoir comment réaliser tout ça, comment le gérer. L'assistance publique n'était pas très chaude pour le faire. Et puis l'assistance publique, le problème, c'est que c'est une institution publique. Donc comptabilité publique, horriblement compliqué dès qu'on fait des appels d'offres, obligation de faire des appels d'offres, etc. Donc ça n'était pas possible. Et donc il y a une association qui s'est constituée pour la rénovation de la chambre mortuaire, une association 1901, et c'est par l'association que l'argent a transité de la Fondation de France et de la DRAC. Dans une œuvre d'art comme ça, vous ne pouvez pas prendre le moins cher. La résine, de la mémoire que j'ai, la résine qui doit être à peu près du bleu de ma bague, c'était une résine que personne ne savait faire, sauf un ou deux entreprises qui travaillaient pour des musées ou qui travaillaient pour des palais, je ne sais pas. Donc on n'aurait jamais pu avoir ça si j'avais dit ben, l'argent est versé sur le compte du TPG. Et moi, j'en fais mon affaire. Je n'en aurais jamais fait mon affaire. Donc, en fait, j'ai pris des risques. Il y a toujours quelque chose de plus important. Non, tout est important. Et quand on est médecin, quand on se bat pour la vie, quand on se bat pour honorer l'homme et l'homme mort, en ce qui concerne ici
ce service, eh bien, cela, c'est très important. Le bleu, pour moi, si vous voulez, c'était tellement intense. Quand vous avez des couleurs tout d'un coup dans une grande salle comme ça, vous êtes un peu ému et puis vous êtes un peu surpris. Le fait que ces salles ont été créées, il y a eu ce chef-d'œuvre qui a été fait, ça a aidé les gens à percevoir que ce n'est pas un lieu anodin, c'est un lieu où on vient ici en paix. Io non uso colori di superficie, no? C'è l'azzurro, è un colore che più o meno c'è sempre intorno, però è anche il manto della Madonna che è stato sempre dipinto d'azzurro. Quando dipingo il rosa penso ad un colore indefinito, perché è il colore del nostro incarnato che cambia continuamente attraverso gli umori che viviamo, no? Allora il rosa diventa un rosa che indica serenità, ma può diventare anche un rosa livido, tanto che pittori del Trecento credo che per avere quel tipo di rosa mettessero sotto il verde, no? Che dava un po' lividezza al colore. Quando uso il grigio come colore che accoglie e restituisce nel migliore dei modi tutti gli altri colori. E così potrei parlarvi del giallo, del rosso, che indico come rosso porpora, oppure della cornice d'oro che trovo intorno ai miei quadri. Quindi questo luogo non doveva rappresentare, rappresentava il desiderio di tutte quelle persone che abitavano questo posto. E questa è la cosa più bella che accade, no? Nella realtà di una committenza, no?